C'est notre rendez-vous du week-end, une semaine dans le monde. Soyez les bienvenus, l'actualité vue par nos éditorialistes et nous accompagne ce soir. Patricia Lémonière, bonsoir. Patricia, bonsoir. Vous êtes grand reporter spécialiste des questions internationales. Fabrice Rousselot est avec nous. Bonsoir Fabrice, journaliste spécialiste aussi des questions internationales. Vous avez été directeur de la rédaction de Libération. Ça tombe bien, parce que de toute façon, on va parler que de ça. N'est-ce pas Ziad qui se marre déjà? Bonsoir Ziad. Bonsoir. Lui-même directeur du mensuel Afrique Magazine. Et puis c'est Nicolas Vado qui nous accompagne ce soir pour Cartooning for Peace. Vous êtes dessinateur pour Le Vif et l'Écho des journaux belges. Merci beaucoup à tous les quatre d'être avec nous. On va commencer par cette rupture. En principe, c'est un événement qui se vit dans l'intimité. Mais quand il s'agit de Donald Trump et d'Elon Musk, eh bien, ça dégénère sur les réseaux jusqu'au marché. Au cœur de ce déchirement, le grand projet de loi budgétaire voulu par le président. Pour l'homme d'affaires, il s'agit, je cite, d'une bombe à retardement pour les finances publiques. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas pu adopter de résolution pour la bande de Gaza. Les États-Unis s'y sont opposés. Le texte réclamait un cessez-le-feu à Gaza et un accès à l'aide humanitaire. Washington et Tel Aviv continuent de contourner les Nations Unies. Sur place, la distribution est suspendue. Elle s'était révélée cauchemardesque et meurtrière. Et puis nous reviendrons sur cette élection extrêmement serrée, la victoire en Pologne du nationaliste Karol Nawrocki, inconnu du public il y a quelques mois. Il entraîne le pays dans l'inconnu. La coalition pro-européenne au pouvoir va-t-elle résister? Quelles conséquences sur l'Union européenne et la mobilisation pour l'Ukraine? On en parlera dans un instant. Avant cela, jusqu'où ira la surenchère entre Donald Trump et Elon Musk? On sait déjà qu'il n'y aura pas de petits coups de fil apaisants entre les deux hommes. Le président s'y refuse, il l'a déclaré ce soir. Les attaques entre les deux anciens alliés ont sidéré ces derniers jours, surtout ces dernières 24 heures. Je vous le disais à l'origine de celle-ci, le grand projet de loi budgétaire contre lequel Elon Musk est très mobilisé, une abomination répugnante pour reprendre ses mots. Un positionnement qui pourrait, on va en parler, coûter cher à ces entreprises. Je vous propose d'écouter tout d'abord Donald Trump. Écoutez, Elon et moi avions une très bonne relation. Je ne sais pas si ce sera encore le cas. J'ai été surpris parce que nous avons eu des adieux merveilleux. Vous étiez là, tout le monde dans cette salle était pratiquement là. Il a dit des choses superbes sur moi, on ne peut pas faire plus beau. Il a dit les meilleures choses. Je suis très déçu par Elon, que j'ai beaucoup aidé. Patricia, on se demandait quand cela allait se produire. Ça y est, Donald Trump ne supporte plus Elon Musk et vice-versa. C'est une scène de ménage qui se vit en plein jour et c'est assez moche. Alors, il y a plusieurs niveaux pour lire ce qui se passe en ce moment. Il y a le niveau purement, le premier niveau, purement affectif, émotionnel. L'âbrement s'éclate, il s'injurie. Et avec, par exemple, la femme d'Elon Musk, une des anciennes femmes d'Elon Musk, qui intervient sur les réseaux en disant à Trump, #Trump, si tu veux avoir des conseils en cas de rupture, appelle-moi. Enfin, vous voyez, ça, oui, donc c'est comique. C'est de la grande comédie et du n'importe quoi avec des mots qui sont qui sortent de la cour de l'école, hein, même pas de secondaire, de primaire. Et puis, il y a un autre niveau qui est beaucoup plus inquiétant, qui est le niveau économique. Et là, qu'est-ce qui va se passer, effectivement? Elon Musk a pointé du doigt une réalité qui est importante, c'est-à-dire, effectivement, faire exploser la dette américaine de 2400 milliards, selon les économistes. Hein, ce n'est pas les cabinets indépendants, 2400 milliards sur 10 ans, c'est énorme, parce qu'il y aura des coupes budgétaires si la loi passe. Elle est actuellement passée à la Chambre des représentants et elle est en discussion au Sénat. Si elle passe, il va y avoir des réductions d'impôts toujours pour les catégories les plus favorisées et des réductions aussi d'aides sociales pour les défavorisés. Donc, si vous voulez, on voit très bien dans quel sens, effectivement, va ces mesures. Donc, il y a la réalité économique et qui va nous impacter forcément. Mais là, j'ai un chat dans la gorge, donc je vais m'arrêter. Donc c'est Ziad qui va reprendre la main un peu. Non, Fabrice qui voulait reprendre la main. En tous les cas, on parle beaucoup d'ingratitude. Enfin, c'est ce dont parle Elon Musk, qui ressent énormément d'ingratitude de la part de Donald Trump. Oui, mais Patrice a raison, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux. J'allais dire, il y a même un autre niveau. Moi, je me demande si c'est pas aussi un peu le début de la fin de ce système ubuesque qu'on a vu s'implanter à la Maison-Blanche depuis maintenant plus de 100 jours, où on avait des alliances contre nature, on avait
des égos qui jouaient comme ça. Et contre la réalité, là, il y a un peu un retour de réalité où on savait très bien que cette alliance-là, elle allait exploser à un moment ou à un autre, question d'ego, question d'intérêt particulier. Mais on se rend compte aussi que Trump commence à avoir des petits soucis quand même. Il a des petits soucis justement avec le Congrès qui commence à réagir, les républicains qui disent « attendez, cette loi-là, très bien, mais c'est en effet du désendettement massif ». Il commence à avoir des soucis avec les juges qui remettent en question la plupart de ces décisions. Et donc, il y a ce retour à la réalité-là, je trouvais assez intéressant. C'est-à-dire que ce qu'on voyait, là, cette espèce de spectacle, et c'était vraiment la mise en spectacle de l'Amérique depuis des semaines, eh bien, on est sur autre chose. Alors là, c'est un autre spectacle, évidemment, c'est les deux égaux, mais il y a des difficultés qui commencent à venir pour Trump sur des enjeux qui sont des enjeux importants. Et je pense que Musk, d'une certaine manière, il est le symptôme de ça, et lui avec son délire qui est le sien, mais on peut reconnaître aussi à Musk le fait que oui, on l'avait pris pour couper et faire des économies, et la loi budgétaire, c'est une loi mais alors massive en termes de dépenses publiques, donc il y a une certaine logique à ce qu'il dit. Après, encore une fois, dans le vocabulaire, on est dans quelque chose qui est un petit peu, oui... Déconnecté, quoi. Enfin, oui, entre risible et lamentable, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on est dans ça. Mais c'est vrai, ouais. Encore une fois, Trump commence un tout petit peu à sentir le boulet de la réalité, d'une certaine manière. Oui, et si Elon Musk a un tel ton aussi, c'est parce qu'il se sent soutenu par des républicains, comme vient d'évoquer Fabrice. C'est-à-dire que cette loi, il sait qu'elle dérange profondément, en tous les cas au Sénat aujourd'hui. Oui, enfin, elle dérange profondément, mais pour le moment, on ne sent pas quand même de craquement dans le camp républicain qui viendrait... Bon, il y a des sénateurs républicains qui sont un peu plus courageux, qui vont probablement essayer d'amender tel ou tel sujet, et parfois sur des sujets surprenants, par exemple sur l'aide, celle qui a été slashée par Musk, et qui restera comme un de ses tristes bilans à lui personnel. Il y a des sénateurs américains qui pensent que c'est une connerie au sens propre, c'est-à-dire qu'il faut garder un certain niveau d'aide, non pas parce qu'on est en empathie avec le monde, mais parce qu'on est l'Amérique, et que l'Amérique doit développer son soft power. Donc il y aura un peu de ça. Mais pour le moment, on sent aucune indiscipline dans le camp républicain. On a même des démonstrations assez pathétiques d'allégeance de Pam Bondi, de J.D. Vance, de tout l'entourage, qui lui disent qu'il est quand même le super chef, etc. Et les autres ont un peu la trouille parce qu'il y a aussi chez Trump beaucoup de violence possible. Et donc, ils font attention. Après, c'est quand même une bataille assez titanesque. On va voir qui va perdre. Bon, là, on sent que Musk se rend compte que ça lui coûte très cher, en fait, sur le plan des valeurs de la bourse. Mais comme il est fou, il peut aller loin. Et il a dit des choses qui sont des casus belli absolus. Quand il dit il est dans les fichiers Epstein... C'est d'une violence sans nom. Pourquoi ? Parce que chez les MAGA, on se demande pourquoi les fichiers Epstein ne sont toujours pas sortis. Donc quand il dit Trump est dans les fichiers, il l'insulte au-delà de tout. Quand il dit t'as pas gagné, on parle à un type dont l'ego a dépassé les portes et les fenêtres. Je t'ai fait gagner. Je t'ai fait gagner, et sans moi, tu n'aurais pas eu de majorité à la Chambre, tu n'aurais pas eu, etc. Et donc quand même, c'est d'une violence vis-à-vis de Trump. Et je trouve que Trump, bizarrement... Et là, je suis peut-être un peu raccord. Bizarrement, il lui répond, mais on pouvait s'attendre à quelque chose de... On pouvait s'attendre au feu dans la maison. Donc, bon, on va voir ce qui se passe. Mais moi, je trouve quand même que sur le dernier point, c'est sur le plan de la démocratie, de voir un techno-milliardaire qui a la capacité d'affronter le chef de la première puissance du monde. On est un peu dans des films de science-fiction. On est dans ces espèces de James Bonderie où il y a des super méchants qui sont capables de contrôler, mais ça va vite, hein, les satellites Starlink, les algorithmes X, l'argent parce que je l'ai, et en face, on a quelqu'un qui est un autocrate en puissance, qui, comme a dit Bill Clinton hier, je crois, il a dit « J'espère que les juges tiendront jusqu'au midterm », c'est-à-dire qu'il y a une vraie discussion. Donc, sur le plan démocratique, ce qu'on vit aussi, c'est une crise majeure et un affaiblissement majeur de la démocratie américaine. Moi, je pense, enfin, c'est encore se resituer à un niveau purement affectif, mais je pense que Trump ne s'attendait pas à une telle déflagration de violence de la part de Musk, même s'il y avait des tensions et qu'ils avaient déjà dû parler de cette loi. Parce que dans un premier temps, il a voulu minimiser, il ne l'a même pas cité.
Et Trump, quand il pique des accès de colère, ce que souligne la presse américaine, en général, il pique ses accès de colère contre des gens plus faibles que lui et qui lui doivent quelque chose. Musk ne lui doit rien et il n'est pas plus faible. Donc, il n'était pas prêt à l'insulter. Donc, il a fallu qu'il soit vraiment excessivement déçu et heurté personnellement par cette espèce de fils putatif, en quelque sorte, qui l'a trahi, pour qu'il sorte de ses gonds. Alors maintenant, la question est, est-ce que les deux hommes vont continuer dans une surenchère? Les deux ont à perdre. Si Musk ne finance plus le camp républicain, c'est tous les futurs parlementaires qui vont appeler Trump en disant « Écoute, on a besoin de son argent » parce que c'est les élections américaines, ça joue sur l'argent. Donc, il a ça. S'il dit finalement, Starlink et Dragon, c'est fini. La NASA est à plat. La NASA, il y en a bien qui se préparent, Boeing et d'autres, mais ils ne sont pas prêts. Il leur faut des années. Donc, voilà, la NASA est vraiment à plat. Et si Trump faisait sortir l'arme nucléaire, ce qui serait revenir sur la nationalité. C'est ça l'arme nucléaire, la nationalité d'Elon Musk qui est venu aux États-Unis comme étudiant, puis qui après qui a un peu bidouillé pour avoir sa nationalité. Il n'a pas la nationalité américaine, si. Il l'a eu illégalement. Il l'a eu d'une façon, comme je dis, un peu complexe. Oui, c'est ça. Voilà. Il est arrivé en tant qu'étudiant. Oui. Sa mère était d'origine canadienne. Voilà. Enfin, c'est un cheminement un peu complexe. Mais bon, donc si les républicains et l'entourage de Trump voulaient sortir cette arme, qui est une arme nucléaire, mais effectivement, donc il serait renvoyé peut-être en Afrique du Sud, mais c'est toute l'industrie. Donc, si vous voulez, il y a trop d'enjeux. J'ai l'impression que les deux, et j'en finirai par là, les deux se tiennent par la barbichette, comme l'on dit en français simplement. Il a un très haut niveau. Oui, mais il a mis le doigt sur quelque chose. Oui, pas à notre niveau. Il a mis le doigt sur autre chose, Musk, et je trouve que c'était le plus intéressant. On n'en parle pas beaucoup, malheureusement. Il a parlé d'un troisième parti. Oui, et ça, c'est quelque chose qui est un débat aux États-Unis depuis des décennies et qui fait très peur à la fois aux démocrates et aux républicains parce qu'on sait la désaffection qu'il y a de la part des Américains pour ces deux partis, les démocrates qui ne se remettent pas de cette affaire et les républicains qui sont sous la main de Trump. Donc, je ne sais pas si lui aura les moyens ou voudra pousser ce troisième parti, mais c'est une question intéressante, notamment par rapport à ce qu'on évoquait, les midterms, mais si se dégage quelque part un troisième parti aux États-Unis, encore une fois, qui est quelque chose dont on débat depuis très très longtemps, ça pourrait être surtout tenu par les algorithmes. Il n'est pas apprécié. Ce ne sera pas lui, ce sera pas lui le leader. À travers quelqu'un d'autre. Il y a une bataille corporate aussi, parce que il y a quand même il y a un désaccord entre MAGA Trump et l'Amérique de l'argent. L'Amérique de l'argent, elle s'en fout de l'immigration, elle a besoin de petits salaires, elle est contre les taxes et les douanes. Elle est contre la loi. Elle est contre la loi. Donc, globalement, cette Amérique-là, elle supporte Trump peut-être pour moins d'impôts, mais sur le fond, elle n'est pas MAGA. Et lui, il est tributaire de ses actionnaires, monsieur Musk, parce qu'on peut très bien avoir un coup d'État boardroom où les actionnaires de Tesla disent c'est une liability, il devient un problème, et on a déjà vu ça aux États-Unis, ça peut arriver. Donc c'est pour ça qu'il a quand même lui aussi... parce que quand on perd 30 milliards de dollars en une journée, ce qui est un peu le coût de la journée Tesla aujourd'hui, ceux qui ont perdu, il n'y a pas que lui qui a perdu, il y a des tas de gens qui ont perdu avec lui et qui ne doivent pas sourire beaucoup ce soir. Et puis Musk doit beaucoup à l'État américain. Enfin, l'État américain, c'est un de ses clients importants. Oui, donc mais 25 milliards de dollars de contrats. Ouais. Nicolas. Vous voulez que je vous montre des dessins ? Oui, ce serait chouette. Et vous allez nous parler aussi d'un sujet qu'on n'a pas abordé, le travel ban, qui a été remis en place par Tout à fait. Je vais commencer par un dessin de dilemme qui est très très drôle, comme très souvent, la rupture. Tu me rends le double des clés. Parce que, évidemment, on avait l'impression qu'il avait ses entrées, c'est plus que ça, à la Maison-Blanche. Et maintenant, on doit lui rendre le double. J'ai un autre dessin après de Truand, dessinateur français, qui fait le lien avec Epstein, parce qu'il y a à la fois la kétamine, parce que vous disiez qu'il est fou. En fait, il n'est pas fou, il est surtout défoncé, Elon Musk. Et donc, il envoie ça avec son Cybertruck. Il y a la bombe Epstein. Mais alors, le problème de la bombe Epstein, c'est que, comme il est tellement complotiste, là, on va lui dire qu'il est complotiste, alors qu'il y a peut-être quelque chose sur Trump avec Epstein, mais c'est à force de crier au loup, quand on est complotiste, on ne vous croit plus. Troisième dessin de Thiago, dessinateur du Brésil, un dessin que je trouve très très drôle.
changer pour « je déteste Musk » et changer pour « je déteste Trump ». Je trouve ça très très drôle parce qu'on avait vraiment l'impression que c'est la bromance qui se termine. Et puis je termine par un dessin à moi qui est tout frais que j'ai fait cet après-midi, figurez-vous. Qui paraîtra demain. J'ai fait les deux coques parce que vous remarquez qu'ils ont une petite crête qui ressemble à une paire de testicules chacun d'ailleurs, j'ai fait exprès. Et puis ça c'est des petits détails qu'on rajoute, mais surtout ce qui est au-delà de cette bataille de coques, ce que je montre dessous c'est les dégâts qu'a fait déjà Elon Musk avec le Dodge, avec USAID, avec tous ces gens qui ont perdu leur emploi. J'aurais pu en rajouter, la tronçonneuse, la Statue de la Liberté engloutie, et USAID, on parle quand même de potentialité de 1,5 million de morts, voire plus, à cause de l'arrêt de USAID. Donc, au-delà de cette bromance qui se termine mal, il y a quand même énormément de dégâts qui ont déjà été faits par Elon Musk, et c'est ce que je voulais montrer dans ce dessin. Et il y avait le drapeau palestinien sur ce dessin. Ça, c'était pour faire la liaison avec le sujet. Bah ouais, je vous remercie, vous êtes super pro. Hein. Merci Nicolas Vado. C'est vrai qu'il n'y a aucun espoir de trêve dans la bande de Gaza. Les négociations avec le Hamas ont échoué. Les États-Unis se sont opposés au projet de résolution de l'ONU cette semaine, soulevant un tollé. Hein. C'était 14 voix pour, 1 voix contre les États-Unis. La distribution d'aide est suspendue. Plusieurs dizaines de personnes, je vous le rappelle, ont été tuées alors qu'elles tentaient simplement de survivre. Et à ce sujet, d'ailleurs, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé des crimes de guerre. On est dans l'impasse, Fabrice, d'une trêve, l'impasse d'un répit pour les Palestiniens. C'est vrai que ce refus a déclenché un tollé à l'ONU. C'est déjà très difficile d'amener les pays à voter. C'était difficile de justifier ce refus, alors qu'il ressemblait beaucoup au projet d'accord de trêve, d'ailleurs, présenté par les États-Unis et Israël. Bien sûr, je crois qu'impasse, c'est vraiment le mot. C'est-à-dire que je crois qu'on ne croit plus aujourd'hui à une trêve. On a l'impression qu'il y a un autre projet, qui est d'ailleurs décrit un peu comme ça, en sous-main par les ministres ou les officiels israéliens, où l'objectif, semble-t-il, est vraiment de neutraliser complètement Gaza, de prendre le contrôle de Gaza. Certains ministres israéliens ont déjà dit que les deux États, ça ne se réaliserait jamais. Il y a évidemment la question de l'instrumentalisation politique et militaire de l'aide, hein, avec cette fondation où ça ne fonctionne pas, où les gens se font tirer ouvertement dessus. Ça a même été suspendu, la distribution. J'ai vu hier cette vidéo incroyable sur les réseaux sociaux des Netanyahou qui justifie l'aide qu'il apporte à une milice sortie de nulle part, apparemment sortie d'État islamique, exactement, pour combattre le Hamas. Donc on est vraiment très très loin des espoirs qu'on avait encore il y a quelques semaines de pouvoir aboutir à quelque chose. On a l'impression, il est clair que Israël veut la capitulation du Hamas, qui ne va pas se rendre comme ça, qui ne le fera pas comme ça. Et de fait, c'est l'impasse. C'est-à-dire que c'est l'impasse. Et quelles sont, encore une fois, les principales victimes de cette impasse? C'est la population civile. Les images qu'on voit depuis, encore une fois, quelques jours, de ces masses de gens qui se ruent vers le peu de camions humanitaires qui sont là, et qui, la plupart du temps, n'arrivent pas à avoir de l'aide humanitaire, n'arrivent pas à avoir de la nourriture. C'est honnêtement, c'était effarant, effrayant, et ça dure, et on a l'impression que ça va durer encore. C'était la déclaration à l'issue du vote de l'ambassadeur pakistanais. Ce veto envoie le message extrêmement dangereux que les vies de 2 millions de Palestiniens ne comptent pas. C'est vrai que l'horreur de ces distributions d'aide alimentaire qui finalement, Ziad, ont été suspendues, ça nous parle d'un monde sans ONU, d'un monde sans CICR, d'un monde sans communauté internationale qui est là, qui essaye d'aider, quoi. C'est ça dont nous parle. La marginalisation de tout le système onusien, que ce soit l'UNRWA, que ce soit les Nations Unies, ça c'est acté, parce que pour l'ultra-droite et pour Netanyahou, c'est des empêcheurs d'occuper en rond, et donc il faut qu'ils sortent du circuit. Donc moi, c'est pas ça qui me... je veux dire, ça me choque, les images me choquent. Ce qui me choque, c'est aussi le cynisme américain, quand même. Il faut le dire. Je veux dire, ils votent contre. C'est pas une résolution qui faisait la révolution. Hein. C'est ce qu'ils présentaient eux-mêmes. Voilà, donc ils votent contre. Ça veut dire que quelque part, on ne veut pas vous reconnaître. Dans le psyché de Trump, de Rubio et de ceux qui prennent ce type de décision,
ils n'ont pas totalement renoncé à leur schéma complètement fou de vider Gaza, de transférer les populations, de régler le problème de cette manière-là. Et ils ont de l'autre côté des gens qui ont un espèce de rêve, qui pensent que le futur leur rendra justice parce qu'ils auront été les créateurs d'un grand Israël qui va du sud Liban à la Cisjordanie, en incluant Gaza, etc. Donc c'est une situation de dingue, avec les seuls qui peuvent mettre un peu d'ordre et qui peuvent un peu freiner cette dérive, c'est les Américains, ils ne le font pas. Alors il y a la conférence à New York, à New York dans une semaine. J'attends de voir une position française qui n'arrête pas. Alors là, on est en plein macronisme, virage à gauche, virage à droite. On reconnaît Israël, on ne reconnaît pas Israël, etc. Les Européens qui n'ont aucune position commune de nouveau. Donc il y a une espèce de paralysie. On a des personnages comme Lula qui viennent nous interpeller. Et il le fait au nom du Brésil, mais il le fait aussi au nom d'une opinion publique sud globale. Quand il vient à l'Élysée, il interpelle Emmanuel Macron, il lui dit c'est un scandale, et vous laissez faire un scandale. Alors ils peuvent se faire des bises après au dîner, mais c'est la réalité. Et voilà où on en est. Et comme vous le disiez, les images représentent une infime partie de la souffrance actuelle des gens à Gaza. Et on pourrait aussi il faut parler des otages, qui sont eux aussi de nouveau devenus totalement annexes au dossier. C'est-à-dire que le pouvoir israélien le dit franchement. En même temps, ils sont allés en chercher 2, là. Oui, mais s'il faut que les otages soient le prix de Gaza, c'est presque dit. Hein. Et l'autre interlocuteur qui n'en est pas un, c'est le Hamas. Éradiquer le Hamas. D'ailleurs, juste une seconde, juste l'histoire du Hamas, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire le Hamas est né de la même démarche qui consistait à financer des milices islamiques pour bloquer le Fatah et les Palestiniens Arafat, et ils ont créé le Hamas. Donc aujourd'hui, ils sont en train de créer le suivant, la nouvelle génération. L'ultra-Hamas. Et là, ce qu'on voit, Patricia, c'est que les pays arabes sont complètement silencieux. Qui se fabrique. De toute façon, les pays arabes, c'est la tradition. Hein. Vous savez que toutes les intifadas et toutes les révoltes palestiniennes sont nées justement de ce silence-là ou de cet oubli-là, à chaque fois. Donc là, on est encore dans une tradition. Et effectivement, malheureusement, il s'appuie sur ces... Qui sont ces gens qui font régner l'ordre, ces bandits que l'on dit d'un seul coup islamistes, rattachés à l'État islamique? Il y a des multiples groupes comme ça, délinquants, criminels, qui travaillaient, certains avec le Hamas, pour commettre leurs basses œuvres. Il y avait aussi, on le sait depuis longtemps, l'État islamique qui était présent dans la bande de Gaza et que le Hamas avait essayé de réduire le plus possible. Et puis, il y a maintenant ce personnage connu qui sort et qui rassemble tout le monde. Il est d'un seul coup et l'État islamique et le représentant de toutes les criminels de Gaza, et en plus ami avec l'autorité palestinienne et travaillant pour les Israéliens. C'est quand même beaucoup pour un seul homme, je trouve. Donc on touche au n'importe quoi. Oui. Et quel est le but de ce n'importe quoi? Eh bien, effectivement, de rassembler sur un quart de Gaza, si on le peut, la population en vue d'une expulsion, pourquoi pas, hein, si on y arrive, et puis aussi de faire céder totalement le Hamas. Et le Hamas, en ce moment, est soumis à une énorme pression de la part des Gazaouis. Ils n'en peuvent plus. Mais quand alors on dit, ah oui, mais il n'y a pas beaucoup de révolte. Oui, enfin, quand vous vous battez pour avoir votre bol de soupe, parce qu'il y a quand même des distributions par ce qu'on appelle des cantines populaires, hein, qui donnent des soupes aux enfants, quand vous vous battez pour que votre enfant mange une soupe, vous n'avez pas l'énergie pour aller manifester. Mais le Hamas est soumis par une très forte pression, même des autres brigades qui existent, parce qu'il n'y a pas que le Hamas, hein, même des autres brigades, pour une reddition. Une reddition. Donc, ce qui sous-entend que le cheminement et la politique israélienne, tout ça, comme ce sont des rumeurs qui sortent, mais elles sortent effectivement par les négociateurs, ne peut qu'encourager Benjamin Netanyahou à poursuivre sa politique en disant on va atteindre notre but. On va atteindre notre but qui est la reddition, le désarmement et l'expulsion. Et on peut imaginer cela possible, une reddition, quand on sait que le Hamas est actif dans le territoire, mais ils sont aussi à l'extérieur du territoire. Alors, à l'extérieur du territoire, non, mais c'est ce que demande Benjamin Netanyahou, ça serait ça et la libération effectivement des otages. Et si c'était ça qui se passait, mais qu'est-ce que la coalition, ce jour-là, en Israël, saute? Parce que Benjamin Netanyahou
est poursuivi forcément en justice, parce que c'est la fin de la guerre, donc élection. Et donc, on le sait très bien, les résultats des élections, ce n'est pas lui qui gagne. C'est pour ça qu'en théorie, ni l'un ni l'autre, ni Hamas, ni Netanyahou n'ont intérêt à la trêve. Mais là, il y a apparemment une très, très, très forte pression aujourd'hui sur le Hamas. En même temps, Netanyahou ne va pas s'arrêter. Il a aucun intérêt à s'arrêter. Mais il trouvera peut-être autre chose que le Hamas après. Peut-être. D'ailleurs, on se rend compte que sur la Cisjordanie, il repart sur le Liban. Il repart sur le Liban. Donc, lui, il a à la fois, c'est très paradoxal, il n'a aucun intérêt à arrêter, mais il sait qu'il faut aller le plus loin possible sans finalement avoir d'objectif clair, parce que on le sait, dès que ça s'arrête, eh ben oui, il va être un autre objectif. Il va être face à la justice pour corruption. Il a, pour l'instant, on l'a dit tout à l'heure, les mains libres. Les Américains le laissent faire ce qu'ils veulent, plus ils le soutiennent, etc. Et les Européens, je suis désolé de le dire, ne disent pas grand-chose en ce moment sur ce sujet-là. Ils ont disparu de la situation. Donc, encore une fois, toute cette espèce de géopolitique qu'on avait il y a encore quelques semaines, où on avait des pressions sur la trêve, sur les enjeux des otages, sur les enjeux d'un cessez-le-feu, tout ça a pratiquement disparu aujourd'hui. On est sur un objectif qui est poursuivi par Israël et par Netanyahou, et puis et les autres qui regardent. On a une énorme pression sur la population qui crève de faim. Sûr, et qui nous interpelle dans les images que l'on voit quotidiennement. Juste un truc sur les Arabes. La seule carte du monde arabe, c'est les accords d'Abraham et la reconnaissance d'Israël. Et ça, ils savent. Oui, après, il faudrait parler des différents mondes arabes, parce qu'il n'y a pas un monde arabe qui pense de la même manière. Mais disons que pour les monarchies du Golfe, et en particulier pour l'Arabie saoudite, il n'y a pas d'accord d'Abraham. Pour les Saoudiens, tant qu'il n'y a pas de reconnaissance d'une entité palestinienne et de quelque chose qui bouge sur le dossier palestinien, et c'est un peu le cas pour tous les autres. C'est-à-dire, et quand même, la dégradation tragique de Gaza, ça impacte sur les opinions publiques au Maroc. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens finissent par se poser la question de la réelle politique. Et c'est toute la difficulté de ces régimes, parce que les régimes du Golfe, ça se tient assez facilement comme population. Mais les grands pays arabes, ça ne se tient pas aussi facilement. Et donc, on est sur une crête, on ne veut pas rompre avec l'Amérique, on veut ne pas être embarqué dans cette tragédie, mais on ne veut pas non plus que ça nous saute à la figure en interne. Donc c'est très difficile. Un tout petit point, très rapidement. Les images de Gaza que l'on voit, nous, en France, commencent à impacter un peu les États-Unis. Gaza, la réalité de Gaza, c'est ce qui me revient, est plus souvent traitée par les médias américains qu'elle ne l'était. Et ça commence à sortir beaucoup plus aux États-Unis. Là, il y a eu 2 attaques. Voilà. Et donc, il va falloir voir comment l'opinion publique américaine, qui n'est pourtant pas orientée sur l'international, réagit à toutes ces images qui sont de plus en plus diffusées par CNN, ABC, NBC. Pas par Fox News, je vous rassure. Nicolas Vado, ça donne Je vais vous montrer 4 dessins. Je vous préviens, ils ne sont pas très rigolos, mais moins que le sujet, c'est difficile. Je vais commencer par un dessin de Lecter, qui est un dessinateur flamand qui travaille pour The Standard, qui reprend la carte de Gaza. Et vous voyez que Gaza ressemble à un piège à souris, qui est en fait un piège à rats, parce que c'est ce que dit le dessin, c'est que les Palestiniens sont coincés comme des rats quasiment. C'est un dessin qui est très fort, qui est très simple. On utilise souvent en dessin la bande de Gaza, parce que malheureusement, la bande de Gaza ressemble à un cercueil, et ça, on l'a souvent utilisé en dessin. Ensuite, je vais vous montrer un dessin de Michel Kishka, dessinateur israélien, qui est très intéressant parce que c'est l'effet miroir. Ce que j'aime beaucoup dans le travail de Michel Kishka, c'est qu'il incarne cette population israélienne totalement hostile à Benjamin Netanyahou. C'est pour ça que quand on a des discours en Europe qui assimile tous les Israéliens à des gens derrière Netanyahou. C'est pas le cas. C'est pas le cas de Michel Kishka. Et vous voyez qu'ici, les otages et l'aide humanitaire sont mis sur un même plan. Ils sont donnés au compte-gouttes. Et je trouve que le dessin est très fort grâce à l'effet miroir, comme si le type du Hamas était ce que voit Netanyahou dans son miroir. Et puis 2 dessins très très forts de Emma Dajaj, dessinateur jordanien. Regardez, ça c'est un des dessins les plus beaux que j'ai vus sur le conflit. C'est-à-dire que l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes là aussi, mais ces tranches de pain deviennent des tombes. Parce que moins on leur donne à manger, plus la population meurt à Gaza. Et je trouve que c'est un dessin qui est graphiquement très, très, très fort, qui se passe de commentaires. Et j'ai un deuxième dessin d'Emma Dajaj qui est très bien aussi, parce que on ne parle pas beaucoup de la Cisjordanie. Et il montre que les nouvelles colonies en Cisjordanie sont en fait une arme de guerre aussi. C'est-à-dire qu'on largue des colonies sur la Cisjordanie. Il reprend les couleurs du drapeau palestinien dessous. Donc c'est un dessin qui est très graphique. Mais dans les 2 cas, je trouve que c'est très, très fort visuellement parlant. Merci beaucoup, Nicolas.
On va parler de la Pologne avant de nous quitter. C'est un pays qui a plongé dans l'incertitude après les résultats de la présidentielle. Les pro-européens sont sonnés, tandis que le Parti conservateur a consolidé, lui, sa position. La coalition gouvernementale va-t-elle résister? Le pays se dirige-t-il vers des législatives anticipées? Ce scrutin a confirmé, en tous les cas, le clivage de la société et fragilisé la place du pays au sein de l'Union européenne. Je vous propose d'écouter le candidat vainqueur, Karol Nawrocki, qui devient président de Pologne. Je ne permettrai pas que la sécurité des Polonaises et des Polonais soit menacée par des migrants illégaux et notre vie économique par l'introduction de l'euro. Je n'accepterai pas que de nouveaux traités de l'Union européenne soient signés et que la Pologne perde sa souveraineté dans de nombreux domaines de la vie sociale. Ziad, ça a été un scrutin très, très serré, un coup dur pour les pro-européens, enfin surtout face à ce personnage, en fait, face à un novice, un type qui est sorti de nulle part. Et... Après, il avait le discours classique, populiste, soutenu par Trump, etc. Donc, bon, on sortait d'une situation où déjà, il y avait un président du PiS, conservateur, sauf que là, c'était comme un référendum, en fait, porté par les libéraux pro-européens, en disant, voilà, on n'a pas pu faire tout ce qu'on devait faire pendant la première partie de notre législature, parce qu'on a une opposition présidentielle. Le président en Pologne a surtout des pouvoirs de veto, c'est-à-dire il peut ne pas signer ou s'opposer à un texte, donc ça peut bloquer beaucoup de choses. Et donc ce qui reste quand même comme question absolument essentielle, c'est pourquoi 50,9, ou je ne sais plus exactement, presque 51% des Polonais votent pour quelqu'un qui dit en gros pas d'Europe, pas d'euro, pas de croissance avec l'Europe, pour un des pays qui a le plus bénéficié. C'est ça qui devrait nous interpeller tous vraiment. La Pologne, c'est un des pays qui a le plus bénéficié des fonds européens, qui a été transformé par l'Europe, qui est devenue une puissance, une relative puissance économique, qui s'est alignée pour être, en termes de performance, pas loin de rentrer dans l'euro, qui a créé une armée qui peut se défendre face à la Russie. Et ces gens disent non. Alors pourquoi ils disent non? Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. Les migrants, je veux bien. On ne peut pas dire que la Pologne soit totalement envahie par les migrants. Les musulmans, je veux bien, mais on ne peut pas dire que la Pologne soit envahie par les musulmans. Donc ce que je vois, c'est une partie de la population qui ne se reconnaît pas dans un modèle porté par des élites transnationales, Varsovie, les grandes villes, qui sont totalement intégrées dans tout ça. Et tant qu'on ne répond pas à cette anxiété-là, à ces gens qui, en France, en Italie, en Pologne, en Tchéquie, en Slovaquie, etc., s'estiment comme rejetés par le modèle, comme dénaturés par un modèle. Bon, après, en Pologne, il y a aussi la question religieuse, parce qu'on la sous-estime un peu, mais je pense que c'est quand même un pays extrêmement catholique et que ça joue aussi sur les questions sociétales. Mais je ne sais pas, ces gens-là n'auraient jamais été élus il y a 15 ans, 20 ans. Mais il y a quelque chose qui s'est passé aussi, ça je l'ai souvent entendu, c'est que dans l'Est de la Pologne, il y a un sentiment anti-européen parce que l'Est de la Pologne s'est vidé de gens qui sont allés chercher fortune à l'Ouest, ce qui fait que l'Est de la Pologne est maintenant complètement à part. Et c'est pour ça que l'europhobie est là aussi. Et puis, il faut pas... Quand il parle de migration, il parle aussi des Ukrainiens. Et il ne faut pas oublier qu'il y a plus d'1 million quand même d'Ukrainiens qui sont venus ici, qui ont bénéficié d'aide, de soutien, et d'écoles, etc. Et qu'à terme... Certains, et même de très nombreux, ne comptent absolument pas retourner en Ukraine, retrouver un mari qui aura un syndrome post-traumatique pour la plupart, donc pratiquement refait leur vie, et vont donc demander, comme d'ailleurs dans bon nombre de pays européens, la nationalité. Et là-dessus, si vous voulez, c'est une migration qui n'est pas la même, c'est pas le même problème auquel on est confronté, mais c'est un vrai problème. En plus, c'est vraiment une claque aux élites. Il y a toute la périphérie, ça on en parle en France et tu l'as très bien expliqué, toute la périphérie qui n'en peut plus de ces élus déconnectés. Effectivement, le Premier ministre et surtout le maire de Varsovie parlent 5 langues. Ils n'en peuvent plus de ces gens qui parlent 5 langues. Il faudrait quelqu'un qui parle une seule langue et qui aille se balader dans les campagnes et qui aille voir les paysans qui a un ancrage local au problème avec l'agriculture
ukrainienne qui est rentrée avec ses camions, avec ce blé, etc. Et cette élite qui ne prend pas en compte, effectivement, la réalité de la périphérie. Bah, c'est quand même 49% ces élites, c'est pas non plus... il a manqué 1 million et quelques de voix. 360 000, hein, je crois. Non, mais si vous voulez, le déport des voix par rapport aux élections législatives qui avaient porté au pouvoir. Il leur manquait des voix, oui. Il leur manque à peu près, il y a 1,5 million à peu près qui a fait défaut, qui n'a pas voté ou qui a voté. C'est vrai qu'on pensait que ça se jouerait en Roumanie, mais pas en Pologne. Plus, la campagne, j'en finis par là, la campagne du maire de Varsovie a apparemment été archi nulle. Il n'a fait qu'une campagne contre l'extrême droite et il n'a fait aucune proposition à son électorat qui donc ne s'est pas déplacé aussi. Mais il l'a fait en 5 langues. Il l'a fait en 5 langues. Mais oui, ça ne concernait pas son électorat. Fabrice. La question, c'est est-ce que ce phénomène-là, parce que, encore une fois, ces discours populistes, souverainistes, etc., on les voit émerger en Europe. Donc la question, c'est est-ce que c'est ce modèle-là qui va en effet péricliter, etc., avec ce refus des élites, avec... Et c'est vrai que ce personnage était connu de personne, historien, mais par contre, c'est le modèle Trump. On a parlé de MAGA, c'est quand même un peu le modèle méga. Donc, est-ce qu'il y a une influence ou pas? Est-ce que le seul fait d'avoir un discours souverainiste, populiste, dans lequel on refuse les élites, on rejette l'immigration, même s'il y en a très peu en Pologne, etc., est-ce que c'est quelque chose qui va changer? Ça n'a pas marché en Roumanie, c'est vrai. Non, j'allais dire, l'exception, c'est la Roumanie. Mais on va avoir la République tchèque bientôt, on a la Slovaquie, on a la Hongrie. Donc voilà, c'est une vraie question. Ce qui est marrant, c'est l'émergence et l'évolution d'un courant souverainiste, moderniste européen. Je pense en particulier aux Italiens Meloni, je pense à la petite polémique interne au Front National en France avec un Bardella qui commence à dire bon, mais peut-être que le modèle italien... Donc, ce n'est pas des gens qui sont enfin, je veux dire, il n'y a pas un bloc cohérent. D'ailleurs, au Parlement européen, ils ne sont pas cohérents. Ils n'ont pas tous les mêmes idées. La seule chose, c'est qu'on peut s'appuyer sur ce socle de gens malheureux qui ne se reconnaissent pas, etc. Mais ça se joue à rien, à pas grand-chose. Et une mauvaise campagne en plus. À une mauvaise campagne, un mauvais choix. Ça me rappelle la Turquie avec un mauvais candidat qui était le résultat d'un compromis entre les partis. Donc il faut aussi que les libéraux, excusez-moi, ils aient des... qui se remuent un peu. Voilà, vous parliez tout à l'heure dans un dessin, il faut les sortir. Il suffit pas de dire, comme disait Patricia, c'est des méchants. Ouais. Il faut vraiment développer un modèle de société et des propositions. Et parler à cette... Parce que les 49% de Varsovie et des grandes villes et des 5 langues, ils les ont. Ce qu'il faut qu'ils aient, c'est le million et demi. Et les gens qui sont à l'Est, d'ailleurs sur la carte c'est spectaculaire, la carte des votes, tout l'Est a voté d'un côté, tout l'Ouest a voté de l'autre, mais c'est un peu comme en Allemagne. Il faut parler à ces gens. Il faut que... Je pensais, je ne sais pas pourquoi, je m'arrête là, au Parti Socialiste en France. C'est pathétique. Ces espèces de congrès à 2 balles où deux cadres intello à 20 000 votants qui ne répondent pas à la question. Qu'est-ce que vous allez faire face au Front National dans 2 ans? Alors là, pour revenir à la Pologne, on avait un Tusk qui faisait de la Pologne un moteur quasiment de l'Union européenne, qui montait le pays. Ça risque de s'effondrer. Contre lui, en fait. Et ça a joué contre lui. Oui, parce que le fait qu'il ait été président du Conseil européen, qu'il parle, je ne sais pas combien de langues il parle lui, mais ça a joué contre lui. Ça me rappelle ce bouquin de Laure Mandeville qui s'appelle Les Révoltés d'Occident, sorti il y a 3-4 ans, où elle était allée interroger, non pas les dirigeants des partis d'extrême droite, mais les gens qui votent pour eux. Et en fait, c'est pareil partout. Ça va de Salvini à la Belgique, la France. C'est cette espèce de sentiment de déclassement précisément par ces élites qui sont vues comme des gens déconnectés. Et ça, sont déconnectés. Ça revient. Et c'est... qui sont déconnectés, si, il faut le dire quand même. Qui sont, oui et non. Qui ne savent pas parler entre eux. Il y a un problème de représentation politique énorme. Oui. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est exactement... Enfin, l'histoire de Trump, c'est celle-là. En 2016, quand il se présente comme un outsider. Et il le fait volontairement. Tous ces gens-là se présentent également comme des espèces d'outsiders qui viennent soutenir le peuple, même si quelquefois c'est un petit peu... voilà, ça ne veut pas grandir grand-chose. Et avec un discours, oui, qui est populiste, la nation, on vient contre les élites, on vient vous représenter. Et c'est vrai que on a eu l'impression à un moment que ce mécontentement-là était minoritaire dans de nombreux pays. Aujourd'hui, il est capable de générer des présidents Trump, il est capable de générer des nouveaux présidents polonais, il est capable de générer des Viktor Orban. Voilà, donc il y a cet élément à prendre en compte. Et c'est vrai que
on peut retrouver, d'une certaine manière, on peut projeter ce débat-là sur la scène politique française et ce qui va arriver dans les 2 prochaines années. Je veux juste poursuivre rapidement, mais qui aujourd'hui, en Pologne en particulier lors de ces élections, a vanté les avantages de l'Europe, a parlé de la réussite polonaise économique grâce à l'Europe. Le candidat n'a pas fait campagne là-dessus. Et donc, en France aussi, c'est pareil, on peut faire le rapport. On ne vante pas tout ce que l'Europe nous apporte. Et la campagne s'étant déroulée essentiellement une campagne contre cette extrême droite montante en Pologne, eh bien, les Polonais n'ont pas compris à quel point, à part les 49%, on est bien d'accord, mais ceux qui se sont portés sur l'extrême droite n'ont pas entendu la musique leur disant que l'Europe leur avait permis de gagner des tas d'avantages par rapport à ce qu'ils avaient avant. Nicolas, on va passer à vos dessins. Enfin, en tout cas, on sait que c'est l'Ukraine qui risque de payer cher, du coup, cette élection. Ça risque d'avoir des conséquences sur l'engagement. Alors, j'ai 3 dessins pour finir. Un premier dessin qui vient du Danemark de Niels Bo Bojesen, qui reprend le drapeau polonais, parce qu'évidemment, on a beaucoup utilisé ça en tant que dessinateur, ce drapeau polonais. Vous avez 2 masses égales dans ce drapeau polonais, et là vous avez un décalcomanie, c'est-à-dire que l'un annule l'autre, et je trouve que le dessin est très simple mais très fort. Un autre dessin de Swen pour CH Media, dessinateur suisse, avec Donald Tusk et le nouveau président. J'avais pas vu au début, je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais je trouve que le Grand Box ressemble à Donald Trump avec sa coiffure. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je me demande s'il n'y a pas ça. Et derrière, vous voyez le drapeau polonais, encore une fois, qui est coupé en 2, d'un côté ou de l'autre. Et puis je termine par un dessin de Chapat, qui est paru cette semaine, mais qui nous rappelle un peu d'histoire. Il vient pour réparer ou pour démonter le plombier polonais. Vous vous souvenez du plombier polonais ? Oui. Il vient de quoi ? De la directive Bolkestein, mais ça a fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. La directive Bolkestein, qui était la dérégulation des services, qui faisait qu'un plombier polonais pouvait venir travailler en France aux conditions polonaises. Et c'est quelque chose qui avait fait énormément de remous. C'était en 2004, mais on a l'impression que cette affaire du plombier polonais, eh bien, elle n'est toujours pas résolue, notamment en Pologne, par rapport à l'euroscepticisme. Merci beaucoup, Nicolas. Avant de vous remercier, je voudrais rappeler, puisqu'on le fait chaque semaine sur ce plateau, que 2 Français sont toujours détenus en Iran dans des conditions très difficiles. Ils sont dans la prison d'Evin. Vous les voyez à l'image. Jacques Paris, Cécile Kohler. Le couple qui a été arrêté sur le chemin de l'aéroport il y a 3 ans au terme d'un voyage touristique. On reste mobilisés pour obtenir leur libération, alors qu'on sait que les relations se sont tendues avec l'Iran après notamment l'attribution de la Palme d'Or. Mais là aussi, c'était quelque chose à défendre et qu'a fait le festival. Fabrice, Patricia, Ziad, merci infiniment de nous avoir livré vos réflexions sur ces plateaux. Nicolas, merci beaucoup. C'est la fin d'une semaine dans le monde. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux, sur le site internet. Et puis vous restez avec nous. D'autres informations dans quelques instants.